Bienvenue sur On Mind, partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié, spécialisé en éducation et en parentalité positive. Mon objectif, démocratiser un coaching de qualité qui s'appuie sur un code de déontologie éprouvé. Pour ça, en partenariat avec P-Coaching, je te présente chaque semaine une partie d'interviews de coachs professionnels, des experts passionnés et accessibles. Je te propose un voyage inspirant avec des coachs qui vont te présenter leur parcours authentique avec toutes les étapes qu'ils ont traversées. Leurs défis, leurs échecs et leurs réussites vont enrichir ta propre expérience. Et on ne s'arrête pas aux témoignages. Ils vont également te partager leur vision unique du coaching et te présenter des outils précieux pour t'aider toi ou tes clients à atteindre vos objectifs. Pour ne rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On Mind. Bonne écoute! Salut à toutes et à tous, ravi de te retrouver pour ce troisième et avant-dernier épisode de notre série avec notre invité du mois, Frédéric Linker. Si tu n'as pas encore écouté les deux précédents, je t'invite vraiment à aller faire pour découvrir la richesse du parcours de Frédéric. Aujourd'hui, on va plonger dans une discussion passionnante et surtout hyper actuelle, l'évolution du coaching et ses dérives. On va vraiment creuser ce qui distingue un coaching de qualité des pratiques beaucoup plus discutables qui pilulent de nos jours. On trouve de tout et de rien, et donc cet épisode, c'est vraiment un épisode un peu particulier, qui est un peu plus court, mais qui est un véritable échange. Frédéric et moi, on va essayer de s'interroger sur la multiplication des coachs, sur l'impact de cette démocratisation parfois un peu floue, et comment on peut faire le tri dans tout ça, que ce soit en tant que professionnel du secteur ou en tant que néophyte, et savoir comment s'orienter. On va aussi aborder les critiques qui montent contre le coaching, les amalgames qu'on peut voir entre coaching professionnel et ce qu'on nomme communément le coaching de vie, et surtout, qu'est-ce que ça signifie de vraiment faire du coaching de qualité. Si tu te demandes comment reconnaître un coaching sérieux, un coach sérieux, comment les dérives, elles peuvent influencer la perception du métier, ou même si tu es coach toi-même et que tu cherches à faire le tri dans ces critiques, cet épisode, il est parfait pour toi. C'est parti! Rejoins-nous dans cette discussion qui est essentielle finalement pour l'avenir de la profession et pour le développement du monde du coaching. Et on se retrouve à la fin pour la conclusion. Bonne écoute. Tu vois, on discutait au tout début de notre échange sur ces facultés d'adaptation et ce genre de choses. Et moi, ça fait partie des choses sur lesquelles j'avoue n'être pas encore complètement arrêté. J'arrive pas encore à me décider, je dirais, parce que je suis mitigé. Je partage complètement tout ce que tu viens de dire, vraiment, et je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait qu'on voit des coachs émerger dans tous les sens, hein, sur le fait que il y a une sorte de rigidité qui s'installe et une complexification du coaching que j'ai l'impression de voir. Alors, j'ai pas du tout le recul et l'expérience que tu as, mais il y a cette complexification, il y a cette multiplication de tous les coachs, le fait que ce soit pas un terme protégé, est-ce que ça joue pas, je me questionne, je ne sais pas. Oui, il y a besoin de règles, mais j'ai encore pas mal de questions en suspens. En tout cas, ce que je rejoins sur ce que tu as dit, c'est cette difficulté à faire le tri pour des néophytes, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont besoin d'un coach ou pas, et quel coach ils peuvent aller voir s'ils en ont besoin. Je pense que ça, c'est une vraie difficulté pour des gens qui ne connaissent pas le coaching. Je pense que, comme tu l'as très bien dit, il y a un certain nombre de techniques, un certain nombre de choses qui sont décriées, et parfois à juste titre, parce que on arrive dans un grand n'importe quoi qui a besoin d'avoir des garde-fous. Et je crois que, et tu as mis un peu le doigt là-dessus, euh, je crois qu'il y a une réelle différence à faire. Et plus j'avance dans le monde du coaching, et plus je le pratique, et plus je suis convaincu de ça, il y a une réelle différence à faire entre le coaching tel qu'il a été pensé et créé au départ, dérivé du sport, mais qui est arrivé dans l'entreprise, et où on va aller travailler avec des objectifs, avec quelque chose de très palpable pour l'entreprise, et où on n'est pas là pour faire de la psychologie. L'histoire de bien-être en entreprise, je pense que c'est un autre sujet. Alors oui, le coaching peut aider, mais comme tu l'as très bien dit, c'est quoi le bien-être en entreprise pour la personne que tu es en train de coacher ou pour l'entreprise, etc., etc. Donc il y a tout ça à régler avant. Et donc faire cette différence avec ce coaching-là, que je considère être le coaching professionnel et celui que je défends. Et puis ce qu'on appelle aussi, au sens large du terme, le coaching de vie, qui ouvre en fait les portes à toutes ces dérives. C'est-à-dire que je pense que dans le coaching personnel, pour l'opposer
au coaching professionnel, je vais appeler ça le coaching personnel pour qu'on s'entende. Dans le coaching personnel, il peut y avoir un bienfait sur comprendre ses propres mécanismes. Et le coach peut accompagner une personne pour qu'elle puisse réussir à comprendre un certain nombre de mécanismes, le questionnement, parfois des suggestions, etc. Et ça, c'est bénéfique. Mais il y a également pléthore de personnes qui vont se dire coach en tout et n'importe quoi. Je le vois même dans de très nombreux champs où en fait, eh ben, c'est plutôt des très bons conseillers ou des très bons experts dans leur domaine et ils vont être plutôt formateurs. Et il n'y a pas de problème avec ça. C'est simplement, il faut qu'on fasse la différence des choses, peut-être. Et surtout, bah, il y a tout le reste qui est juste pour voilà, tout ce que tu as appelé le coaching de masse euh, et ces gourous et ces choses-là qui vont montrer des exemples de réussite et pas montrer tous les dégâts que ça peut faire, qui peuvent aller très très loin. Et ça fait que quand je dis, pour éclaircir un peu ma pensée, quand je dis je suis encore dans un flou, c'est que moi j'ai suivi la formation à l'ICI aussi pour plein de raisons. J'ai suivi comment ça s'appelle, les étapes de l'ICF. Je pense que quand on forme quelqu'un, eh ben, il y a besoin d'avoir un cadre parce que c'est nécessaire pour que les gens comprennent de quoi on parle et apprendre ce cadre-là. Par contre, j'ai 42 ans bientôt et ça fait 42 ans que je fonctionne de la même façon. C'est-à-dire que pour moi, le cadre, il est là pour être transgressé, il est là pour être testé et repoussé. Et donc, une formation qui te donne un cadre, eh bien, elle est là juste pour te donner, te mettre le pied à l'étrier et ensuite à toi d'expérimenter, de pratiquer et de faire, de mettre ta propre couleur au coaching. Tout ça pour dire que euh, euh, les dérives dont tu as un petit peu parlé dans tes propos, je crois qu'elles sont aussi créées par la société dans laquelle on est et par les écoles qui peuvent proposer des formations de masse. Et donc, ça donne des coachs de masse, tu vois. Mais il y a également, en opposition à ça, la difficulté que relève la majorité des coachs à vivre de leur métier. Et donc, pour essayer d'en vivre, eh ben, ils essayent de multiplier les clients et de les mettre tous ensemble pour faire en sorte d'avoir des revenus plus importants, etc., pour réussir à en vivre. Et ça fait que je suis vraiment mitigé sur le métier de coach à proprement parler, sur le, 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 le fait de pouvoir vivre du coaching quand on sort d'une formation, même très qualitative, mais qui a duré que quelques mois, quelle qu'elle soit. Hein, j'entends, il y a des diplômes universitaires en coaching qui sont de très bonne qualité aussi. Mais pour autant, je ne suis pas sûr qu'on puisse se dire coach au sortir de ces formations-là et vivre de son activité à 100% sans avoir un recul, une expérience et l'associer à peut-être de la formation, peut-être du conseil, peu importe. Mais en tout cas, ne pas simplement se dire je fais un diplôme comme je pourrais faire un diplôme d'artisan. Tu as cité les artisans tout à l'heure, que ce soit boulanger, que ce soit un maçon, etc. Et quand il sort, il est boulanger, il est maçon. Et ensuite, il va parfaire sa technique au fur et à mesure du temps. Je ne crois pas, en tout cas, plus j'avance dans le monde du coaching et plus je me questionne là-dessus, je ne crois pas qu'un coach, eh ben, ce soit ça. Je ne crois pas qu'on puisse le faire de cette manière-là. Je pense que le coaching en soi, en fait, est un outil. Et pour les coachs, eh ben, il y a des outils qui sont utiles. Mais le coaching, c'est un outil pour accompagner des gens au sein d'une palette d'outils. Voilà. Donc, j'avais besoin d'exprimer ça en fait suite à tes propos parce que je trouvais hyper intéressant que tu amènes ça. Et j'ai toujours dit sur ce podcast, et je ne changerai pas d'avis, hein, que je défends un coaching de qualité. C'est le but premier de Honeymind, c'est de démocratiser un coaching de qualité. La difficulté étant de définir ce que c'est qu'un coaching de qualité. Et je crois, encore aujourd'hui dans le processus de ma définition du coaching de qualité. Voilà, c'était un partage par rapport à ce que tu viens de dire, parce que j'avais envie d'exprimer un peu ce point de vue-là. Bien sûr, alors, je vais je vais aller encore plus loin parce que tu as tout à fait raison, parce que tu viens de donner ta définition du coaching. J'ai la mienne également, tu le vois, c'est pas forcément la même et c'est tout à fait normal. Maintenant, il y a quelque chose qui est en train de se passer actuellement dans le monde du coaching et je pense qu'il faudrait qu'on l'entende. Euh, il y a un vieux principe qui s'appelle le principe du chimpanzé. C'est quand tu croises quelqu'un qui te dit que tu as une tête de chimpanzé, passe ton chemin, c'est pas grave. À partir de deux, commence à te poser des questions. Et puis à la troisième personne qui te dit que tu as une tête de chimpanzé, va t'acheter des cacahuètes. Et là, actuellement, il y a un courant de gens qui commencent à dire des choses sur le coaching, des choses qui sont difficiles à entendre,
dans lequel moi je me reconnais absolument pas, mais c'est leur vision du coaching, donc c'est intéressant de les écouter. Tu as des gens comme Christophe Genoux, comme Julia De Funès. Alors, oui, leur vision, elle est caricaturale. Ils font plein d'amalgames. Il y a des choses, manifestement, et ils ne savent pas exactement de quoi ils parlent. Et puis, ils mélangent un peu tout. Ils mélangent des gens qui font du coaching, du tarot, avec des gens qui font du coaching professionnel. C'est pas les mêmes choses. Ça n'a rien à voir. On ne parle pas de la même chose. Et la plupart du temps, ils ont raison. C'est ça qui est le pire. Et quand on les écoute, moi, je sais que j'écoute beaucoup un podcast qui s'appelle Méta de choc, qui est extraordinaire. Ça fait du bien. Et je remercie cette dame de faire ça. Ou une chaîne qui s'appelle La Tronche en Biais sur YouTube, qui est aussi très très intéressante à ce niveau, où on tente de remettre en cause. Hein, c'est la zététique, c'est l'art du doute et du scepticisme. Moi, j'aime ce courant parce qu'il permet de nous, coachs, s'interroger sur comment est-ce que bonne partie du public voit notre métier. Et tu l'as dit, on peut trouver tout et n'importe quoi. Le problème, c'est que l'amalgame se fait. Et moi, quand j'écoute Christophe Genoux parler métier que je pratique, je ne me reconnais pas du tout dans ce qu'il dit. Et quand il en parle, je suis à fond d'accord avec ce qu'il dit. Effectivement, il a raison sur beaucoup de points. Mais tu retires la globalisation, la généralisation, l'amalgame qui est dans ses propos. Sur le fond, c'est intéressant de s'interroger, nous, coachs, sur qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce qu'il y a un réel problème. Parce qu'on est dans le principe du chimpanzé. Il faut qu'on aille s'acheter des cacahuètes hein, à un moment donné. Bon, voilà. Ça, c'est ma vision qui est un peu dure, mais qui est quand même très, on va dire, très compliquée à gérer quand on est coach. Parce que tu vois, par exemple, aujourd'hui, tu as des techniques comportementales avec des profils comportementaux. Bon, les profils comportementaux, on te pose une question, tu réponds, cette question est interprétée et en fonction de l'interprétation, on va te dire tu es comme ci, tu es comme ça. Et comparer ça avec, par exemple, de l'analyse transactionnelle, où en fait, qu'est-ce que c'est que l'analyse transactionnelle? C'est l'analyse de la transaction. On est en train de se parler tous les deux et on va analyser la manière dont je te parle. La manière dont toi, tu reçois le message que je t'envoie. Voilà. On n'est pas en train de parler de la même chose. D'un côté, on parle d'interprétation qui repose parfois sur rien, hein, sachant quand même que la process-com, c'est quand même le sujet d'une étude qu'a menée la NASA, quand même, donc c'était pas rien non plus. Hein. Voilà. Mais quand on prend l'analyse transactionnelle, c'est juste du bon sens. Euh, c'est comment je te parle et qu'est-ce que ma communication va générer chez toi. Et toi, quand tu vas me répondre, qu'est-ce que ça va générer chez moi? Et ça, c'est factuel, c'est une observation factuelle d'une transaction qu'on a entre nous. Quand on commence à comparer ces deux choses, c'est incomparable. C'est comme si tu comparais une carotte avec un navet. C'est bien deux légumes, mais c'est pas la même chose. Voilà. Donc ça, moi, ça m'interroge beaucoup. Alors, ok, tout doit être, et ça, c'est très important, tout doit être validé scientifiquement. C'est bien. Mais on est dans l'humain. Et il y a plein de choses qui peuvent être validées, mais il y a plein de choses qui sont de l'ordre du ressenti, voilà, sur lesquelles on a du mal. Par exemple, quelle est la définition de la conscience? C'est très compliqué, la définition de la conscience. C'est très, très compliqué. Il y a plein de gens se battent sur cette définition. Voilà, donc euh, je reste quand même en recul. Moi, euh, je suis à la fois très à l'écoute de ce que ces personnes racontent, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraies,
Et je regrette seulement que ça ne nous alarme pas. Voilà, c'est qu'on n'en fasse pas quelque chose. Plutôt que de dire, bon, on les laisse parler, de toute façon, ils sont dans leurs croyances. Voilà. Peut-être qu'on pourrait aller plus loin, écouter et s'en servir. Et ça, ça serait déjà des bonnes bases. Alors, eux, de leur côté, vont trop loin. Peut-être que nous, de notre côté, on va aussi trop loin. Et si on trouvait le bon réglage, là, le réglage du milieu, qui fasse que ben, on puisse se présenter face à un client et que ce client se sente rassuré. Parce qu'aujourd'hui, tu as plein de clients qui te disent, oh là là, les coachs, alors là, non, oh là là, j'ai lu tel article, j'ai entendu telle chose. Et toi, tu es là et tu te dis, tu essayes de faire ton métier le plus honnêtement possible, basé sur des choses qui sont de l'ordre du bon sens paysan. Et on te renvoie des choses qui ne te ressemblent pas. Et ça, c'est difficile à entendre. Ouais, complètement. Je te rejoins et je pense vraiment qu'il y a un vrai gros travail à faire sur une remise en question, sur s'opposer aux dérives qu'on peut voir dans le monde du coaching et s'élever en tant que coach sur ces dérives-là pour pouvoir mettre en avant et en lumière le coaching tel qu'on l'entend en termes de coaching de qualité, en termes de coaching professionnel et permettre aux gens de faire un peu le tri, quoi. Et ça passe ça passe aussi par l'acceptation d'un certain nombre de critiques qui ne sont pas fondées sur du vent. Elles sont fondées sur quelque chose. Si elles émergent, il n'y a pas de fumée sans feu quelque part. Donc, c'est bien qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne à un endroit et ça prend de plus en plus de place. Alors, bien sûr, le monde du coaching évolue, grossit, donc il a une plus grande visibilité et par conséquent une plus grande euh, propension à être critiqué. Mais pour autant, il y a un certain nombre de ces critiques qui doivent être entendues de la part des coachs qui veulent et qui croient en un coaching de qualité euh, pour, euh, pour pouvoir aller de l'avant et ne pas simplement euh, débattre de manière muette, comme j'aime dire, à savoir chacun dans son coin, renvoie des contre-arguments à l'autre, mais il n'y a pas une vraie discussion et un vrai pas vers l'autre, quoi. Oui, et puis au-delà des discussions, c'est poser des actes aussi. Mhm, mhm, C'est bien beau mhm. de discuter, mais en fait, ce qui changera les choses, c'est d'agir. Et voilà, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On a vu aujourd'hui à quel point le coaching, le monde du coaching, c'est vraiment un domaine qui est en pleine mutation, tu le sais, avec ses défis, ses dérives, on en a parlé, mais aussi toute la richesse qu'il peut offrir quand il est pratiqué avec rigueur et passion. Frédéric, il nous a partagé son expérience précieuse et on a partagé nos réflexions sur les différences entre un coaching pro, un coaching perso, l'importance de mettre du cadre tout en laissant place à sa propre couleur. Bref, un échange qui a été vraiment riche, que moi j'ai adoré et sans langue de bois. Donc c'était authentique, une fois de plus. Avant de se quitter, je te rappelle juste les quatre clés un petit peu essentielles qu'on a abordées pour survivre et pour t'épanouir dans ce métier. De distinguer le coaching professionnel du coaching personnel pour éviter les amalgames et les dérives. De continuer à te former, de ne pas t'arrêter à un simple diplôme parce que finalement le coaching c'est une pratique qui se perfectionne avec le temps et la pratique. D'accepter toutes ces critiques qui peuvent être constructives finalement pour améliorer ces pratiques et défendre un coaching de qualité, garder l'oreille un petit peu tendue parce qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas comment dire, de fumée sans feu comme on dit. Et puis enfin de respecter un cadre tout en y apportant sa propre touche pour pouvoir offrir un accompagnement qui soit authentique et unique. Ces quatre clés-là, elles peuvent vraiment faire la différence dans un secteur où finalement la qualité reste primordiale, j'en suis persuadé. Donc n'hésite pas à les garder en tête. Je t'invite aussi à réfléchir à ta propre définition du coaching de qualité. Est-ce que tu te retrouves dans ce qu'on a dit avec Frédéric aujourd'hui? Est-ce que tu penses qu'il y a des points à creuser davantage? Bref, n'hésite pas à partager tes retours, ça fait toujours plaisir d'avoir ton avis. Et reste à l'écoute, accroche-toi jusqu'à la fin parce que dans le prochain et dernier épisode de cette série, Frédéric il va nous présenter le selfie coach. Je t'en ai déjà parlé plein de fois sur cette émission, des invités en ont parlé sur cette émission. C'est vraiment une approche qui est innovante que Frédéric a développée avec son entreprise Motivé pour. Si tu es curieux pour en savoir un peu plus sur cette méthode et sur comment elle pourrait vraiment transformer ta façon de coacher et d'être coaché peut-être même, je te promets que tu ne voudras pas manquer
une minute de ce dernier épisode. Donc en attendant, si tu as aimé celui d'aujourd'hui, pense à t'abonner si ça n'est pas fait, à laisser un petit commentaire, des étoiles, etc. Tu sais que ça aide énormément à faire découvrir l'émission. Et si tu veux approfondir certains sujets qui ont été abordés aujourd'hui, n'hésite pas, viens sur LinkedIn pour échanger et discuter de tout ce dont tu souhaites parler. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode avec Frédéric. D'ici là, prends soin de toi et je te souhaite une très belle semaine. À très vite.